Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer, comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord aussi, à venir y interagir avec nous, c'est peut-être le plus important. Je vous encourage également à vous rendre régulièrement sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne YouTube sur laquelle ça peut être pas mal de venir laisser pouces bleus, commentaires, etc., etc. Il paraît que ça aide au référencement ou à monter, à la visibilité, appelez ça comme vous voulez, j'y connais rien. Bref, si vous voulez nous soutenir plus concrètement, sachez que le 15e numéro du magazine de Lucarne Opposé vient tout juste de sortir, c'est tout chaud au moment où l'on enregistre ce podcast. Il y est question notamment d'un dossier qui s'intéresse à ceux qui détiennent le football, pas en otage, quoique, parfois on peut se poser la question. Et il y a également, vous y trouverez également une très très riche rétro sur 1970 où il va être question notamment du pays dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast et aussi vos rubriques habituelles. Sachez aussi que nous avons une librairie qui va vous permettre de découvrir des ouvrages de notre propre maison d'édition, la biographie de Garrincha, sortie en décembre dernier, toujours disponible évidemment, mais aussi la version française des 11 Caminos al Gol, le livre référence pour comprendre Marcelo Bielsa, dont les précommandes sont toujours possibles et qui va sortir d'ici un mois au moment où nous enregistrons, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Tous les liens pour vous procurer les magazines, les livres, nous suivre, etc., sont évidemment dans la description. Place donc au 9e épisode de la saison 4 de Bola Latina. Je le disais, on va aller dans un pays qui est concerné par la Coupe du Monde 1970 puisque nous allons aller en Uruguay et donc, première conséquence de tout cela, celui qui va m'accompagner, maté à la main, sera donc Jérôme Le Signe. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Salut Nicolas, écoute, je vais bien. Et en effet, pour parler à nouveau un petit peu du pays du football. Exactement, le pays du football. On va parler du pays du football et justement, vous allez voir à quel point la dénomination pays du football n'est pas forcément totalement usurpée, puisqu'aujourd'hui on va retourner en enfance, là où tout a commencé. Peut-être, qui sait, allez-vous retrouver vos premières sensations quand vous avez frappé dans vos premiers ballons, mais vous allez voir qu'en Uruguay c'est très particulier. On entend souvent en exemple parler des potreros argentins, qui sont soi-disant tous générateurs de génie, puisque l'on cite souvent Diego ou Roman Riquelme pour citer les exemples les plus brillants. Mais vous allez voir qu'en Uruguay, il existe quelque chose de très particulier chez les enfants, un football bien plus organisé et bien plus non, tout autant générateur de talent. On appelle ça le baby football. On va peut-être pas s'écharper maintenant tout de suite, Jérôme, sur l'accent. Et je vais te poser tout de suite la première question, qui est toute simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme baby football ? Le baby football est l'organisation qui chapeaute l'activité footballistique pour les plus jeunes en Uruguay, grosso modo de 6 à 13 ans, puisqu'il y a une structure spécifique qui s'occupe de ça, avec des règles spécifiques, des équipes par exemple de 9 joueurs pour les 6-10 ans et de 7 joueurs pour les 11-13 ans, sur des demi-terrains, l'équivalent en France, avec des buts par exemple de 4 mètres sur 2, donc des règles assez précises, et par exemple demi-temps de 15 minutes pour les plus jeunes, jusqu'à 30 minutes, ça va crescendo entre temps, jusqu'à 30 minutes pour les 13 ans. Et donc il y a une structure qui chapeaute tous les matchs de baby football qui sont joués sur ce schéma. Et qui appartient au ministère des Sports. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait pour essayer de placer tout de suite. Vous avez peut-être, si vous êtes habitué, si vous avez des enfants ou si vous vous occupez de football infantile chez nous, pas enfantin. Parfois c'est enfantin, mais parfois non. Vous êtes peut-être au courant des comment ça s'organise chez nous, puisque là, Jérôme vous a expliqué à partir de 6 ans jusqu'à 13, donc on va dire des U7 jusqu'au U13. Pour l'équivalent de chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez par exemple que les terrains, que les buts sont plus petits.
aussi, et que voilà, le temps, il y a des points communs, mais c'est pas tout à fait cela dont il est question. Il n'est pas non plus question, et tu l'as déjà sous-entendu, Jérôme, en parlant d'organisation, on ne parle pas de gamins qui jouent dans des city-stades. On est sorti des potreros argentins. Ce ne sont pas des potreros. Ce sont pas des gamins qui jouent dans leur coin. C'est quelque chose qui est extrêmement organisé, une véritable organisation qui encadre véritablement la pratique. Justement, cette organisation-là, est-ce que tu peux nous rentrer dans le détail, nous expliquer un petit peu plus comment cela fonctionne? En effet, donc c'est géré par l'ONFI, qui est l'Organisation nationale du football infantile, qui est une organisation qui fait partie du secrétariat au sport, complètement indépendant de la OUF d'ailleurs, c'est complètement indépendant de la Fédération uruguayenne de football. Leur objectif est d'organiser donc des activités sportives et puis de faire aussi un petit peu de socialisation, de formation des entraîneurs, des dirigeants, d'établissement des règles. Il n'y a pas de pyramidisation, c'est-à-dire qu'ils regroupent de pyramides. Je me suis perdu complètement. Il n'y a pas de pyramide, on va faire plus simple, tu as raison. Il n'y a pas de pyramide, il y a 64 ligues réparties sur tout le territoire, qui font que par exemple, dans Montevideo, il y a plusieurs ligues avec des ligues par quartier, une pour Montevideo Ouest par exemple, une pour le quartier du Cerro, etc. Et puis des ligues propres pour chaque ville de l'intérieur, parce qu'en général, il n'y a pas de déplacements, de grands déplacements qui sont faits. Donc chaque ville de 10 000 habitants, par exemple, a une petite dizaine d'équipes, et donc ils vont faire une ligue de 10 équipes. Et la ligue dépendra donc de l'ONFI. Il n'y aura pas de compétition nationale après forcément organisée derrière. Par contre, rien qu'avec ces ligues, l'ONFI organise 2000 matchs par semaine et chapeaute 650 clubs, donc dans 64 ligues. Et c'est l'équivalent, grosso modo, de 48 000 participants par fin de semaine et 2500 participantes. Il y a quand même encore en Uruguay un gros décalage entre le développement du football masculin et du football féminin, malheureusement. Et le tout est financé par des fonds publics, principalement, et aussi avec les droits de formation, parce que l'ONFI, légalement, récupère 1% des transferts dans ce qu'on appelle les droits de formation. C'est l'ONFI, c'est pas le club qui va toucher les fonds, c'est l'ONFI. Et l'ONFI va récupérer 1% donc des montants des transferts des joueurs uruguayens, qui, heureusement, ces dernières années, représentent quelques bons millions d'euros. Ce qui permet de développer davantage la pratique, j'imagine. Oui, et puis de développer la pratique et donc de l'encadrer, de faire par exemple de pouvoir donner dans les quartiers populaires des chasubles, de pouvoir donner des chaussures, de pouvoir de donner des équipements, de pouvoir former des entraîneurs pour qu'ils soient mieux à même de former les joueurs, pouvoir faire des examens médicaux, ça se développe aussi de plus en plus, de pouvoir avoir notamment parce que Tabarès l'a poussé, de pouvoir lier cet aspect football, même pour les jeunes, de lier l'aspect football à l'aspect santé. Voilà, donc il y a toute une partie de l'activité, tout un pan de l'activité, logiquement, qui est social. Alors justement, transition parfaite. On va revenir un petit peu plus tard sur la notion de pyramide, sur la notion de compétition, parce que je sais que ça peut vous intéresser, surtout si on commence à essayer de faire des parallèles avec chez nous, on en reparlera un petit peu après. Tu viens de parler de social, on est en Uruguay, on l'a dit, on est au pays du football, donc il y a forcément un impact de cette pratique, de ce football-là, de ce baby-football, sur la société uruguayenne. Oui, qui est que tous les jeunes en Uruguay, ou presque, participent au baby-football. Les statistiques sont assez ahurissantes en termes de pourcentage. 85% des garçons entre 6 et 13 ans ont participé au moins une année à une équipe de baby-football. Donc c'est l'immense majorité. Il n'y a pas d'autres comparaisons possibles avec d'autres sports, évidemment, quand on est avec un tel degré d'adhésion au football chez les jeunes garçons uruguayens. Tabarès a dit d'ailleurs qu'il n'imaginait pas le football uruguayen, ce qu'il aurait pu devenir sans le baby-football. C'est vraiment un élément fondateur qui fait qu'on voit, c'est un élément qui choque quand on voit à Montevideo. J'espère que vous irez un jour, évidemment. Mais quand vous prenez la voiture le samedi dans Montevideo, vous voyez partout des voitures garées en double fil le long des stades, parce que souvent ça se joue sur des demi-terrains des stades, et avec les parents qui supportent leurs enfants, quel que soit le quartier. C'est-à-dire que non seulement tous les enfants participent, beaucoup des parents y vont pour assister au match des enfants, et cela vraiment transversal dans toute la société, avec des ligues dans les quartiers bourgeois, dans les beaux quartiers de Montevideo. Vous allez à Carrasco, à côté du golf, quand même dans ces meilleures écoles privées, parce que il y a de l'enseignement beaucoup privé évidemment pour les classes aisées, ils vont avoir les meilleures écoles possibles, avec pas les meilleures écoles en termes de résultats, mais avec par exemple le kit complet qui fera le maillot, le short, les chaussettes qui vont bien, le terrain en parfait état avec une pelouse mieux que les terrains professionnels. Donc ça c'est les classes aisées, et vous allez 10 km plus loin, vous allez dans les quartiers un petit peu plus populaires le long de la côte, ou dans les quartiers de Cerro justement que je mentionnais tout à l'heure. Là, vous allez voir, les voitures seront des modèles moins récents garés le long des stades. Les enfants vont avoir des kits où ce sera juste des chasubles donnés justement par l'ONFI qui organise tout ça, mais ce sera la même passion. Et même à l'intérieur du pays, encore une fois, parce qu'il y a une vraie dichotomie en Uruguay entre le Montevideo et l'intérieur. Pareil, dans n'importe quelle petite ville, vous allez voir que les parents vont se regrouper autour du stade à boire le maté, à regarder leurs gamins jouer, même si c'est la ligue d'une petite ville de 5-6 000 habitants. Ouais, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est intéressant, c'est parce que si on faisait
faisais un parallèle avec chez nous, c'est un petit peu comme si chaque week-end, il y avait le tournoi de fin d'année où il y a toute la famille qui vient voir le petit qui joue, quoi, concrètement. Oui, avec tous les matchs qui se déroulent les uns après les autres entre les différentes catégories d'âge. Ouais. C'est pas vraiment un tournoi. Parce que Non, là, mais pareil, enfin, c'est sur le parallèle, sur le côté, ça draine tout le monde. Quand si vous êtes habitué ou si vous avez des enfants qui jouent au football, donc on est jusqu'au U13, les week-ends, il n'y a pas grand monde autour des terrains chez nous. Hein. Les seuls moments où il y a vraiment du monde autour des terrains, c'est sur les tournois de fin de saison. Là, toi, tu nous expliques que c'est l'activité du samedi, quoi. Il y a toute la famille qui vient. Et pareil, il y a une statistique que j'ai repris pour la préparation, qui est que 30% des Uruguayens répondent à un sondage avoir assisté à un match de baby-football dans l'année. C'est-à-dire qu'ils y vont. C'est-à-dire qu'il y a presque autant qui répondent avoir été à un match de baby-football qu'avoir été voir un match de professionnel de première division. Donc c'est vraiment quelque chose, ils y vont. Ils supportent, des fois avec les excès qu'on peut connaître aussi en France, hein, c'est exactement les mêmes excès parfois sur la participation des parents, ou d'ailleurs l'ONFI fait beaucoup de campagnes de communication en disant « Laissez votre gamin jouer, laissez-le prendre du plaisir, n'insultez pas les arbitres s'il vous plaît ». Donc ils ont les mêmes problèmes que partout ailleurs aussi, mais avec bizarrement un vrai public sur les bords des terrains. Avec des barras et tout, ou non, pas encore ? Non, pas encore, heureusement. mais avec cela dit, les mêmes problèmes de violence qu'on peut avoir... qui sont inhérents à la société, et pas seulement au football, mais avec les mêmes problèmes de violence contre les arbitres ou contre les entraîneurs. Donc il y a aussi ces aspects négatifs, mais il faut retenir quand même l'aspect positif, qui est qu'il y a une vraie... C'est vraiment un phénomène global. Mais tu le dis, hein, on va y arriver justement là-dessus, parce que c'est aussi les aspects débordement, les aspects violence, pour en avoir discuté avec certaines personnes, notamment au niveau de la Fédération française de foot, parce que chez nous en France, c'est la Fédération française de foot via les districts, via les ligues locales, et les districts qui gèrent le football infantile. Tu l'expliquais bien, l'ONFI, ça n'a rien à voir avec la fédération uruguayenne, c'est quelque chose d'indépendant. J'espère que vous l'avez bien compris, donc c'est pas tout à fait la même chose. Oui, avec, si je peux me permettre, une structure du football qui est vraiment complètement différente, parce que pour le coup, la fédération uruguayenne de football, c'est que 3000 licenciés de mémoire, ce qui est ridiculement bas. Il y a d'autres structures de football, que ce soit pour les étudiants, du football de l'intérieur. Donc, pour le coup, là, je comprends ce que tu veux dire, mais la comparaison est vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que les structures sont vraiment complètement différentes entre ce qu'on a en France et en Uruguay. Grosso modo, la OUF, c'est l'équivalent de la LFP en France. C'est plus la ligue. Ouais. Voilà, c'est pour donner une idée, parce que jusqu'à très longtemps et encore aujourd'hui, c'est les clubs qui votent au sein de la OUF. Il y a eu des changements justement parce que la FIFA l'a demandé, parce que les joueurs l'ont demandé, parce que tout le monde le demandait plus ou moins. Mais ça reste encore aujourd'hui. La OUF reste les clubs. Ouais, pour schématiser. Donc la ligue. Voilà. Ouais, non, mais c'est important, mais c'est pour ça que c'est aussi important je fais pas de parallèle, mais j'essaie, tu vois, de montrer que, c'est très difficile d'établir de vraies comparaisons entre les deux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, je sais pas si on peut les appeler ces autres footballs, mais surtout ces autres structures qui existent en Uruguay, tu as un papier sur le site sur l'OFI, sur le foot de l'intérieur. Il y a le magazine dans lequel tu parles du football universitaire en Uruguay, c'est le 12, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est le 12, le football universitaire. Et donc voilà, je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur d'autres organisations du football uruguayen qui est donc, vous l'avez compris, bien différent. Mais là où je voulais en revenir sur le parallèle, c'est-à-dire que chez nous, la Fédération française de foot, par exemple, sur ces catégories d'âge, sur ces jeunes-là, a complètement arrêté l'aspect compétitif en grande partie à cause des débordements qu'il y avait au bord des terrains et de la gestion des parents ou des entourages. Mais en Uruguay, tu l'as expliqué, il y a quand même des débordements, mais il y a aussi quelque chose qui est que le baby football, c'est pas du foot loisir comme on l'appelle chez nous. C'est-à-dire que chez nous, jusqu'au U13, on dit que c'est du foot loisir. Là, c'est pas vraiment le cas. Il y a une vraie culture de la compétition qui s'y développe, une culture qui est symbolisée par une anecdote notamment d'Edinson Cavani, Jérôme. Oui, je vais y revenir, mais oui, clairement, l'objectif des gamins est de gagner le championnat, de faire la Vuelta Olímpica, c'est-à-dire de gagner, de crier lors d'aller campion, d'être super content, de faire tourner les maillots et de soulever une coupe. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une coupe à la fin. C'est pour montrer à quel point c'est compétitif. Au-delà de l'aspect compétitif formel, c'est-à-dire de l'idée de gagner le championnat de la Ligue, c'est aussi pour eux vraiment, l'objectif est vraiment de gagner, de marquer des buts. C'est impressionnant, chez les 6-7 ans, il n'y a pas de poste, ils courent tous vers le ballon comme des fous pour essayer de l'arracher et d'aller marquer un but. Et en effet, il y a cette anecdote de Cavani d'un texte qu'il faudra que je traduise complètement un jour, mais qu'il avait écrit juste avant le mondial en Russie, qui s'appelait Le but de la glace, et que je traduis un petit extrait et que je vous redonne maintenant. Mais Cavani expliquait que le but de la glace, c'était l'idée de l'organisateur de notre ligue de baby football à Salto. Comment motiver une bande de gamins de 6 ans ? Comment les motiver quel que soit le score de la rencontre ? Tu mets en place une règle comme quoi l'auteur du dernier but de la rencontre aura droit à une glace. Le score peut être de 8-1, cela n'a pas d'importance. C'est une course contre le temps pour savoir qui marquera ce dernier but. Le sentiment quand tu entends le coup de sifflet final,
quand tu as marqué le but de la glace, incroyable, de la joie pure. Ce sera chocolat, ce sera celle en forme de Mickey Mouse. Pour une journée, tu es le roi. Tu n'as pas encore une douche à l'eau chaude, tu n'as pas un copec en poche, tu n'as pas encore des cheveux cool, comme il les a aujourd'hui. Mais tu as quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas de prix, tu as la liberté. Et c'est là qu'on voit qu'au-delà de la compétition pour gagner la coupe, il y avait aussi cette idée d'être le meilleur et de marquer des buts. Et il y a une partie de l'instinct de compétition et de l'instinct de buteur qu'on peut voir chez Cavani et Suarez, parce que Suarez en parle, alors peut-être moins bien ou moins poétiquement que Cavani, parce que Cavani aime bien toujours donner de l'emphase à tout ce qu'il dit, mais Suarez l'explique un peu pareil dans sa biographie. Ça a été super important pour eux, pour l'idée de tout donner, de marquer le but jusqu'à la fin, de ne jamais croire que le match est terminé, que même quand on perd 4-0, on peut encore marquer un but, 2 buts, et puis toujours y croire, et toujours être compétitif. Et c'est vrai que ça, il y a une idée, il y a une racine dans tout cela qu'on retrouve dans le baby-football. Ouais, et c'est intéressant parce que cette notion de compétition, on le rappelle, je sais pas si on l'a précisé, on va quand même le rappeler. C'est pas des plateaux comme vous connaissez en France. C'est-à-dire que je sais que par exemple quand on parle des U9 ou des U11, il y a des plateaux. C'est pas des petits tournois tous les week-ends. Non, il y a un championnat. C'est un championnat qui se joue sur une saison. On est bien d'accord, Jérôme. C'est un vrai championnat. C'est un vrai championnat avec des matchs très sérieux organisés tous les samedis, donc en général le samedi matin plutôt. Et tout à fait, je ne vais pas dire comme des professionnels, parce qu'il y a moins de matchs, il y a d'autres journées d'entraînement. Il peut y avoir aussi d'autres petits tournois qui peuvent être adjoints, mais c'est principalement ça, oui, c'est un championnat sur l'équivalent d'une saison, à voir en fonction des tailles des ligues, parce qu'il y a des ligues où vous allez avoir, dans le village de 2000 habitants par exemple, où vous avez 4 équipes, elles vont se jouer plusieurs fois. Si vous avez dans un grand quartier de Montevideo, comme le Cerro par exemple, où vous allez voir plusieurs équipes, ils vont se jouer qu'une seule fois. Mais ça reste un championnat. Et vous voyez, c'est quelque chose qui n'est plus développé chez nous, chez les enfants, on nous explique que l'esprit de compétition n'est pas bon. Mais ça permet justement, tu en parles avec Cavani, tu en parles avec Suarez, on peut en parler de manière générale pour les Uruguayens, parce qu'on connaît l'image que l'on a tous des Uruguayens, et l'image qui est aussi propagée, parfois caricaturale, mais pas totalement en fait, cette notion de compétiteur forcené, cette notion un petit peu galvaudée parfois de Gara Charrua. Est-ce que finalement la vraie identité du joueur uruguayen, elle n'est pas là dans le baby football, elle n'est pas posée là dès le départ, comme t'expliquais, ce sentiment de se battre à fond ne trouve pas justement ses racines là plutôt que dans l'histoire qu'on est en train de réécrire? Ah oui, c'est un des éléments, parce qu'après il faut aussi voir avant, c'est-à-dire que ce qu'il y a de rigolo en Uruguay, c'est que même avant, dès l'âge de 3-4 ans, les gamins on leur offre tous une balle de football et ils jouent tous. Le fait qu'ils soient 85% à s'inscrire à une équipe de baby football montre à quel point le football est complètement intégré dans la société comme une activité normale, comme n'importe quelle autre. Donc il y a d'abord la passion du football, avant tout, entre guillemets. Après cette passion du football, en effet, il y a cette passion de la victoire, entre guillemets, et c'est peut-être là, en effet, où on retrouve cet élément important dans le baby-football qui est inculqué dès le départ, que Roque Maspoli, le gardien de l'Uruguay en 1950 lors du Maracanazo, est grand entraîneur derrière, parce qu'il a notamment entraîné l'Uruguay, Peñarol vers de nombreux titres. Il expliquait que les succès de l'Uruguay par le fait que dès le plus jeune âge, les jeunes ont un championnat déjà à gagner. Ça leur prépare à la pression qu'ils auront plus tard, à l'idée de toujours avoir à gagner. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des équipes de baby-football qui vont le jouer de façon beaucoup plus cool que d'autres. C'est-à-dire que si vous voulez que votre gamin n'ait pas de pression et que clairement il ne sera pas footballeur professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a aussi différents niveaux dans les équipes de baby-football où vous savez un petit peu où vous mettez votre fils en fonction des entraînements et du type d'entraîneur que vous allez avoir. Mais ça reste quand même, il y a toujours un classement. C'est-à-dire qu'il y aura pas, ils vont pas jouer pour le plaisir de la gagne, pour le plaisir de jouer, quoi. Ouais. Il y aura pas cette notion de loisir. C'est ça. On fait pas des petits plateaux gentils où on fait des matchs juste parce qu'on fait un petit peu des oppositions, on va faire un petit peu de conduite de balle et puis on rentre à la maison, on est content, on a mouillé. Et tout le monde repartira pas avec une médaille. Il y a une coupe à la fin, c'est l'équipe qui la gagne. Il n'y a pas de médaille en chocolat. Il y a peut-être un but de la glace, mais il n'y a pas de médaille en chocolat. Non, mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, toutes les couches de compétitivité qu'on essaye de stimuler. Le but de la glace, c'est ajouter de la compétition au sein de la compétition. Ah oui, c'est incroyable. Et c'est vraiment, pour le coup, vraiment de la compétition qui aboutit derrière à ce que dès 12-13 ans, les équipes de baby-football soient repérées, entre guillemets, par les agents et par tout le mauvais entourage que peut drainer le football professionnel après, par les équipes professionnelles aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que toutes les équipes professionnelles commencent à avoir leur structure un petit peu aussi dans le baby-football et à du moins le suivre de très près. Donc c'est vraiment une antichambre, une anti-antichambre, c'est-à-dire que c'est vraiment le premier échelon
d'organisation du football et de cette idée de vouloir le gagner. Ouais, tu disais les équipes professionnelles commencent à avoir comment dirais-je, à lorgner un petit peu là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, un Peñarol, plus ou moins, s'associe à des clubs de baby-football ? Oui, Peñarol, bizarrement, je ne sais pas. Enfin, c'était un Je exemple, saurais pas dire. ça peut être d'autres clubs. J'ai plein d'autres exemples, c'est-à-dire que Central Espagnol en a, Rampla en a. Il me semble même qu'il y a des clubs non uruguayens, parce que Barcelone a ouvert sa petite école de football là-bas, la Sulgrana ou quelque chose comme ça, enfin un nom horrible, à Montevideo. Ils en ont, donc vraiment, ça peut être de tous les niveaux, mais aussi du meilleur des niveaux. C'est-à-dire que ça commence à être déjà des antichambres des clubs sur place, même s'il n'y a pas de contrat ou quoi que ce soit. Donc bon, ça reste. Ouais, mais on sait ce que ça peut drainer derrière. Si on remonte au principe de l'organisation du baby-football, en expliquant avec le rôle de l'ONFI, le rattaché au ministère, avec le rôle social et tout, il y a le danger que ça s'en éloigne quand même. Ah, oui, clairement, mais c'est plus le vrai danger en fait est plus sur les représentants qui viennent souvent, ce qu'on appelle les représentants, qui est un hispanisme, c'est les représentants, c'est des agents, grosso modo, qui vont venir voir les joueurs à 13 ans en disant à la famille, vous signez un contrat avec moi, je possède grosso modo les droits de votre joueur, je vais l'amener dans un club professionnel, je vais le placer, je vais le faire progresser, et c'est moi qui prendrai un peu les sous par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un petit peu de sous, et je prendrai évidemment en x10 ou x100. C'est l'objectif de ce métier-là. Et c'est plus ça qui pose problème, parce que pour le coup, là, le vrai problème est d'apporter de l'argent. C'est-à-dire qu'à la limite, qu'il y ait des clubs professionnels qui s'y mettent dedans, ou même Barcelone qui veut faire son petit truc à la noix en faisant une école de football sur place, alors qu'il n'y avait franchement pas besoin d'eux, pour faire leur nom, faire du marketing, vendre des places dans une école. C'est payant, évidemment. C'est-à-dire que s'ils le font, c'est pour le business. Bon, qu'ils le fassent, à la limite, s'ils trouvent des gens assez bêtes pour aller payer le fait que leur gamin joue avec un maillot de Barcelone à 8 ans, mais très bien qu'ils le fassent. Le problème est plus sur les représentants, où ils vont dans n'importe quel club, ils vont chercher n'importe quel joueur, et évidemment parmi les plus pauvres, parce que c'est ceux-là qui ont le plus de chances de signer. Et c'est cet aspect-là qui peut être le plus dérangeant, même si c'est la structure uruguayenne du football qui est faite comme ça. Et beaucoup expliquent que c'est quand même bien qu'il y ait aussi ça, d'ailleurs pour les joueurs les plus pauvres, pour les amener dans les grands clubs après. Donc voilà, c'est tout un débat après sur l'argent dans le football. Bah oui, puis de toute façon, l'ONFI peut pas franchement trop lutter là-dessus, quoi. Ah non, ils ont aucun moyen. Eux ils ont un rôle. Ils font très bien leur rôle éducatif. C'est déjà très bien de faire ça, d'apporter les aspects santé, d'apporter les aspects sur la formation des entraîneurs, sur l'éducation, sur essayer d'apporter d'autres, ces éléments-là. C'est le rôle de l'État, et c'est pour ça que c'est très bien que l'État s'en occupe d'ailleurs. Pour faire la distinction avec la Fédération française de football que tu disais tout à l'heure. C'est très bien que ce soit une antenne du ministère du secrétariat au sport, c'est un secrétariat en Uruguay, mais ça revient même. C'est très bien que ce soit eux qui le gèrent, parce qu'ils apportent les éléments qu'ils peuvent apporter. Après, sur la partie argent, malheureusement, non, mais ça, il y aura toujours. Il y aura toujours, ouais. Et pour terminer, pour vraiment vous voyez l'importance de cela, on est d'accord, c'est compliqué de trouver des joueurs enfin, j'allais dire de la sélection. On s'était dit de la sélection, mais bon, la réponse ça va être vite trouvée. Ou même des joueurs professionnels. C'est possible de ne pas passer par le baby football. Je n'ai pas d'exemple en tête. Ouais, c'est ça. Et Tabarès expliquait dans une interview récemment que pour la FIFA d'ailleurs, qui avait fait un documentaire sur le sujet, qu'il n'a pas d'exemple en tête. Que de mémoire pour lui, tous les joueurs sont passés par le baby football, et c'est vraiment quelque chose qui est complètement universel. C'est-à-dire que quand on dit, comme je le disais tout à l'heure, que 85% des gamins d'une génération sont passés par le baby football, a fortiori tous les professionnels, et il faudra peut-être chercher un qui a eu une partie de sa jeunesse en Europe, par exemple, là, ou aux États-Unis, plus souvent qu'en Europe d'ailleurs, où il aurait pu passer à côté. Mais sinon, ils sont vraiment partout. Donc a fortiori, tous les joueurs y sont passés, dont les meilleurs. Ouais, mais de toute façon, à partir du moment où on l'a dit, c'est dès 6 ans. Donc, oui. Voilà, il faut bien. Je pense que voilà, on va terminer là-dessus. Il faut bien insister sur cela. C'est du football organisé, compétitif dès l'âge de 6 ans. Il faut vraiment bien insister si vous voulez faire des parallèles avec ce qui se passe chez nous, où ça n'existe pas. On n'a pas de football de compétition pour les enfants de 6 ans en France. C'est vraiment une
une spécificité presque uruguayenne. Hein. Puis c'est vraiment magnifique. Au-delà de la compétition, parce qu'il y a la partie coupe, etc. Après, c'est aussi, je pense que comme c'est vraiment, c'est vraiment très développé, il y a aussi les parents savent dans quelle équipe ils peuvent mettre leur gamin pour qu'ils soient plus tranquilles. Voilà, il y a des entraîneurs qui sont très contents que leur équipe de baby football soit invaincue depuis 3 ans. Bon, voilà, vous savez entre guillemets dans quoi vous mettez votre gamin quand vous le signez au club. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que il y a la partie pour la coupe, etc. Mais c'est vraiment magnifique de voir les matchs des gamins de 6-7 ans. En Uruguay, en général, à cet âge-là, ils essayent de pas déterminer de poste sur le terrain. Donc vous voyez vraiment 9 mioches hauts comme 3 pommes avec le maillot de leur équipe. Trop grand. Courir, voilà, trop grand en général, parce que à cet âge-là, ça grandit tellement vite. Hein. Autant prendre celui de 2 ans plus tard. Non, mais c'est partout pareil. Hein. Les chasubles, ils débordent. Hein. Et qui courent n'importe comment avec le pied en avant en faisant des tacles, etc. C'est magnifique. Et ils apprennent, il n'y a pas non plus trop de violence. C'est fait bon enfant entre guillemets, dans la majorité des cas. Et c'est vraiment magnifique. Et c'est comme ça, après, qu'ils apprennent leurs forces-faiblesses. Les buteurs, ceux qui ont un instinct, et ceux qui finiront latéral droit. Ouais, non, mais en fait, finalement, le fait est aussi qu'à partir du moment où tu as parce que c'est désordonné, c'est normal. À cet âge-là, c'est normal. On va pas non plus parler de culture tactique surpuissante à cet âge-là, mais mine de rien... Oui, mais ça crée des mêlées, hein. Ça crée des mêlées à cet âge-là. Ouais, voilà. Mais mine de rien, tu commences tout de suite, à partir du moment où il commence à y avoir la notion d'un résultat qui va s'installer, et tu le vois même chez des enfants partout, en fait, c'est universel. Si tu commences à leur dire, voilà, vous faites un match, il doit y avoir, compétitif, même s'il y a des mêlées, il y a quand même des gamins qui vont prendre naturellement des positions, hein, directement. Donc tu commences déjà à cultiver un petit peu ce sens de, tu vois, chez le gamin de se dire bon bah écoute, moi je suis pas vraiment un buteur, j'y arrive pas quoi, j'aimerais bien mais donc je vais aller me mettre derrière, tu vois. Donc voilà, c'est assez intéressant là-dessus. Puis écoute, on va inviter nos auditeurs à aller faire un tour à Montevideo, on n'a pas trop le choix. Il lui reste plus que ça. Ah, il faut qu'on fasse un Planète Hello avant là-dessus. Bah voilà, c'est ça. Surtout que c'était mon idée à la base et qu'on a toujours pas fait Montevideo. Non, c'est vrai. Donc, bah, écoute, voilà, le rendez-vous est pris, on va se préparer, puis on va préparer un Planète Hello Montevideo et on prendra le temps de bien vous donner de vous donner un programme, tout simplement, de vous donner un programme de ce qu'il faut faire à Montevideo quand vous voulez vivre le football. Et forcément, ça passera par le baby football et vous aurez eu quelques clés grâce à ce podcast. C'est pas trop mal, on n'est pas trop mal finalement, on s'en sort bien, non ? Oui, tout à fait. Bon, bah voilà, bah écoute, merci beaucoup Jérôme. De rien, c'est moi. Et puis bah écoutez, merci à vous, on va en rester là pour ce podcast. On va, je rappelle, vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner à nos plateformes, à venir sur le site, à venir interagir avec nous partout où vous voulez. On va donc, je le disais, vous laisser là, on va quitter Montevideo et on va quitter les enfants et le baby football. On va revenir à nos activités à nous et on va vous dire à très très bientôt pour de nouveaux rendez-vous Bola Latina et d'autres podcasts bien évidemment. À bientôt les amis.